Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Briomé et aujourd'hui je vous raconte une histoire un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de mon prochain roman. Chaque semaine, jusqu'à sa sortie officielle, je vous lirai quelques pages du premier chapitre. Prêt? C'est parti. Du mètre 80 d'Aitachi ne restait plus rien. Accroché au téléphone, il a fait répéter plusieurs fois à son interlocuteur avant d'agripper ses mains calleuses au meuble de l'entrée. Lorsque son regard a croisé le mien, que ses yeux bleus comme le ciel se sont remplis de larmes, j'y ai lu tant d'inquiétude et de peur à mon sujet que je n'ai eu aucun doute. Dès cet instant, j'étais orphelin. Ma grand-mère s'est précipitée vers lui, ses longs cheveux grisonnants tressautaient à mesure qu'elle avançait. Mon père tenait son regard déterminé de ce petit bout de femme qui aurait fait reculer le plus téméraire. Mais ce soir-là, ne restait plus rien de la combattante. Plus rien que la peine de la mère. Ils m'ont enfilé un imperméable à la hâte, puis nous avons foncé dans leur vieille voiture. Je comprenais tout cela bien mieux que certains adultes. Je savais qu'aucune ordonnance magique ne serait en mesure de les sauver, de les ramener. Les gens défilaient dans le couloir de l'hôpital, me dévisageant avec pitié et empathie, surveillant chaque phrase prononcée sans même essayer de croire que j'étais en mesure de comprendre. Quelques mots me parvinrent aux oreilles. Camion, trop tard. J'ai deviné qu'il revenait d'un restaurant, qu'il pleuvait. Puis mon cerveau a cessé de fonctionner. Je me suis retrouvée nageant dans un flot de paroles, dans une vague d'incertitude. Mon père conduisait toujours si prudemment. J'ai refusé de croire qu'ils aient pu avoir un accident. Personne ne m'a vraiment expliqué à quoi bon, puisque de toute façon, il n'était plus là. Quand ma grand-mère s'est enfin tournée vers moi, elle m'a pris dans ses bras osseux, retenant ses larmes de mère venant de perdre un fils. Une fois à ma hauteur, ses yeux rougis dans les miens, elle m'a dit: tes parents sont montés au ciel, Antoine. Mais ça va aller. Avec Aitachi, on va s'occuper de toi. Tout ira bien, tu verras. Tout ira bien. Ma mère n'avait pas de famille, et j'ai donc atterri chez mes grands-parents paternels dans leur T4 du Grand Bayonne, à 2 pas du cloître. Si proche de mes souvenirs, du monde qui était le mien et qui ne m'appartenait plus désormais. La chambre d'amis est devenue ma chambre, mon nouveau chez-moi où peu à peu mes meubles seraient rapatriés. Le jour des funérailles, je me suis tenue longtemps devant la glace de l'entrée, observant ma tenue de deuil sans reconnaître ce garçon raide dans un costume noir. Mes grands-parents tenaient à ce que je sois élégant. J'ai jamais compris pourquoi. Les épis dans mes cheveux bruns, souvent tendrement moqués par ma mère, m'apparaissaient soudain de trop. Mes taches de rousseur, qui autrefois me donnaient un air rieur et espiègle, ne faisaient plus que masquer la vie qui disparaissait de mon visage. Je compris ce jour-là que j'étais un peu mort avec eux. Il y a eu beaucoup de monde à leurs funérailles. Mon costume trop grand et moi n'arrivions pas à y trouver notre place. Pas même quand des inconnus vêtus de noir et à la mine triste ont descendu leur cercueil au cœur de la terre. J'étais pourtant persuadée qu'ils étaient au ciel. Ma petite main étroitement serrée dans celle impressionnante de mon grand-père, je les ai laissés faire sans pouvoir dire quoi que ce soit. Je me souviens avoir regardé les petits cailloux négligemment dispersés autour de mes chaussures vernies, tandis que, dans la poche de mon pantalon, mes doigts jouaient avec un osselet offert la veille par mon meilleur ami. Tu verras, je serai ta famille maintenant. Si tu veux pas pleurer, c'est pas grave, on peut aller jouer, avait lâché Unai du haut de ses 7 ans et demi, comme il aimait le préciser. D'aucuns diront que c'était un bel enterrement. Chacun avait eu sa plus belle tenue, son plus beau chagrin. Tous m'ont serré dans leurs bras, pleurant, s'apitoyant sur mon sort d'orphelin. Je me rappelle avoir vu de vieilles cousines éloignées de mon père qui n'aimaient pas l'espagnol dont il était amoureux, pleurer à chaudes larmes alors même que mon paternel avait coupé les ponts depuis de nombreuses années. Il a toujours été comme ça, capable d'aimer du plus profond de son être, mais de vous rayer de son existence si cela était nécessaire. Quand tout le monde est parti, ma grand-mère m'a emmené récupérer le reste de mes affaires. J'ai rien voulu, rien pris. Le regard qu'elle a lancé à son mari était empreint d'inquiétude. Amachi a quand même récupéré des vêtements, ainsi que mes jouets d'enfant, qui me paraissaient vides de sens. Qui voudrait encore faire semblant? Je ne voulais plus être médecin. Il n'y avait plus de vie à sauver, pas même la mienne.
Je me souviens avoir fermé les yeux et respiré le parfum encore présent de ma mère sur une peluche que j'adorais. J'ai cru à cet instant que je serais en mesure de les pleurer. Pourtant, j'ai jamais réussi. J'ai jamais pu envisager de leur dire adieu, d'intégrer que je les verrais plus. Comme si l'amertume et la colère étaient des barrières naturelles au deuil de l'orphelin. J'ai développé des angoisses, des nuits de cauchemar. J'étais incapable de prendre la voiture avec mes grands-parents. Je pleurais pas, je hurlais ma rage. Allait-on me mettre en terre comme eux? Il aura fallu que ma grand-mère me crée un gris-gris de perles en bois accroché au rétroviseur pour que j'accepte de monter avec moins d'appréhension. Lors d'une énième tempête, elle m'a juré que grâce à lui, rien ne pouvait m'arriver. Elle avait l'air si sûre d'elle, je l'ai cru. Par besoin, nécessité peut-être. Pour ne pas sombrer. Je l'ai toujours dans ma voiture, pour le toucher chaque fois que je démarre le moteur. Comme si ça pouvait éloigner le spectre de l'accident. De l'irrationnel pour calmer ton esprit tourmenté. Voilà qui doit aider, se moque gentiment Unai chaque fois qu'il monte en voiture avec moi. S'il savait.